Je suis Achille Agbé, entrepreneur dans la vie active. J'ai un parcours d'abord universitaire, donc à la base je suis diplômé en droit des affaires à l'université d'Abidjan et ensuite j'ai fait un MBA à EDEC juste pour doper mes compétences en gestion et par la suite j'ai fait ensuite un autre MBA en finance internationale à Paris, à INSEC Paris puisque ça rentre dans le contexte de mon activité professionnelle. Puis enfin, j'ai fini par une thèse, voilà, en droit financier, toujours dans mon domaine de compétences. Donc ça, c'est un peu pour faire un petit récap sur mon parcours universitaire académique. Je suis aussi consultant par moment, donc je travaille aussi en marge à mes activités sur des projets, des missions que je réalise aussi. Voilà. Pour revenir sur mon activité professionnelle, je dirige une organisation qui s'appelle EUC Corporation avec une banque d'affaires digitale. Je pense qu'on aura l'occasion de revenir sur ça dans l'entretien. Mais à la base, on travaille sur plusieurs problématiques, donc tout ce qui est inclusion et éducation financière, tout ce qui rentre aussi dans la promotion de la finance alternative. Entendez par là la finance qui ne s'oppose pas forcément, mais qui complète en fait un creuset qu'on peut observer en fait dans l'industrie de la finance, puis enfin sur les questions de diplomatie. Voilà, donc ça c'est exactement ce qu'on fait. Et sur la partie banque d'affaires digitale, c'est plus ou moins la mise en œuvre en fait de tout ceci à travers en fait une plateforme digitale qui nous permet justement d'émettre des actifs sur la plateforme. Voilà. Pour parler des prix et des labels, ça fait à peu près 12 ans que je suis entrepreneur. J'ai eu la chance en tout cas de démarrer tôt, déjà à l'âge de 17 ans, quand j'étais à l'université en première année, donc j'ai créé ma fondation en finance. Beaucoup de prix quand même, en pratiquement 2 ans, je pense plus de 15 prix et distinctions en Côte d'Ivoire, mais aussi dans le monde. Le plus important, je pense, ça a été le prix d'excellence du président de la République, que je note. Ensuite, j'ai été sacré entrepreneur par l'UNESCO Afrique, qui m'a permis après de faire un passage au gouvernement en qualité de conseiller technique du ministre du Commerce et des PME à l'époque. Ensuite, j'ai eu une autre distinction à Paris. Et là, c'était le Forbes, j'étais classé dans le top 30 des entrepreneurs africains de moins de 30 ans. À l'OIF aussi, voilà, pas mal de prix. On pourrait s'étaler sur ça, mais le plus important, je pense qu'il faut retenir sur les prix, c'est ce qu'on apporte comme valeur en fait, et l'impact qu'on génère et qui, pour ma part, en fait, apporte une valeur voilà, à nos communautés. Je pense dans mon cas spécifique que l'entrepreneuriat déjà était un peu inné en moi parce que j'avais quand même un peu les aptitudes déjà à l'école, ça se voyait, je prenais beaucoup d'initiatives. Voilà, donc j'étais quelqu'un qui bougeait quand même assez, voilà, je m'essayais à pas mal de choses. Et je pense qu'il y a un peu déjà cet ADN qu'il faut avoir à la base. Voilà. Aller vers le risque, aller vers les initiatives. Mais l'aventure en elle-même démarre, on va dire, en 2017-18. Voilà. Enfin, en 2007-8, quand j'étais en première année, je suis parti d'un constat dans mon environnement. J'avais une peur bleue. De réaliser que les parents, enfin pour ce que je voyais à l'époque, quand ils prenaient leur retraite, n'arrivaient plus forcément à maintenir le même train de vie qui était le leur, le train de vie. Et c'est de là en fait qu'est parti en fait le déclic. Je me suis dit, il doit y avoir quelque chose qui est un parent. Voilà. Donc cette carence-là, en fait, je l'ai résumée en fait à une absence complètement voilà, d'une stratégie d'inclusion économique et financière, d'éducation financière de base. Voilà, c'est comme ça que c'est parti. Et là, en fait, on a mis en place, les amis et moi, en 2008, notre club d'investissement, EUC justement. Et à l'intérieur, on s'est dit non, on allait, en plus de développer l'éducation, la formation, on allait aussi pratiquer cela, mettre en exergue notre expérience vécue.
Et on l'a fait en fait tout le temps de nos études universitaires. Donc c'était, j'avoue, une expérience assez incroyable parce que on développait à la fois le volet formation pratique de notre modèle, mais en même temps on y mettait en fait les mains en fait, je dirais, dans la boucle complètement. Voilà. Donc on est allé comme ça et on a commencé en fait je dirais nos investissements de base sur le marché en fait. Voilà. On s'est éduqué. On a réinvesti, on a épargné, on a structuré nos épargnes sur toutes les années universitaires. Et c'est comme ça qu'au bout de la 4e année, après nos diplômes, on a capitalisé en fait un portefeuille quand même assez important. Et voilà. Et c'est de là que c'est parti en fait. Voilà. Je pense qu'on a été confronté à beaucoup de défis. Là, je vous parle de 12 années d'expérience. Beaucoup de défis. Bon, déjà, je pense que la plus belle anecdote que je pourrais déjà vous conter, c'est celle d'une rencontre à laquelle j'avais été convié par le ministère de l'économie et des finances à l'époque. C'était une conférence qu'on organisait, que le ministère organisait avec la BCEAO sur l'installation des bureaux de crédit. Voilà. Et moi, je devais m'exprimer justement sur les enjeux de la finance alternative, de l'éducation et tout ça. Voilà. Et on avait été contacté. Voilà. C'est marrant parce que j'étais le plus jeune des intervenants. Je me rappelle que lorsque j'accédais en fait à la salle de la conférence, j'avais été empêché parce que ce jour-là, il y avait en fait, je dirais, les régies financières du pays et même ailleurs. Voilà. On m'a dit non, c'est pas vous, monsieur Agbé. Voilà. J'ai dit mais non, c'est moi. Voilà. Je dis parce que c'est aussi ça, on a payé cash, je pense aussi notre jeunesse, d'avoir démarré tôt. Voilà. Et je pense que ça arrive aussi à beaucoup d'entrepreneurs, voilà, qui ne sont pas forcément accompagnés ou regardés d'un regard attentif parce qu'on est jeune et voilà, ça sort un peu de l'ordinaire et je pense que c'est quelque chose que la société devait rectifier. Voilà. C'est une anecdote, mais en même temps, on a trouvé une solution au niveau de EEC. On a structuré des boards assez organisés de seniors. Je pense que c'était pour nous une très belle réponse. Voilà. La mise en place d'un board stratégique constitué de seniors nous a permis aussi de pouvoir nous positionner et rapidement avancer. Voilà. Donc, je le dis en même temps en termes de conseils pour ces jeunes entrepreneurs qui n'ont pas la maturité nécessaire en fait, de diriger en apparence, mais qui ont tout le mérite vraiment de pouvoir apporter des solutions en tant qu'entrepreneur. C'est vrai qu'il y a toute une frénésie autour des levées de fonds en général. Je pense que pour un entrepreneur, le financement n'est pas la chose primordiale. Il faut y aller tout doucement. L'entreprise, elle se crée pour 99 années. Ce n'est pas pour 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Voilà. Effectivement, il y a des règles à respecter dans l'industrie du financement. Voilà. Quand vous démarrez une affaire, par exemple, que vous êtes en amorçage et tout ça, c'est tout à fait logique et normal en fait que vous ne soyez pas tout de suite accompagné pour la simple bonne raison que vous n'avez pas encore réalisé un premier succès. Voyez, on dit bien souvent que le succès attire, le succès confirme. Voilà. Donc tant que vous ne prouvez pas, en fait, il sera difficile qu'on vous accompagne. Mais à ce stade de votre évolution, il faut en fait tenter de lever les fonds dans des réseaux très privés, familiaux. On parle souvent de Lovely Money, voilà, et tout. Ça, c'est le premier cap. Le second cap, voilà, il faut réussir à vendre son projet et tout. Déjà, avant en fait de la transaction. Parce qu'à la fin de la journée, c'est ce qui rentre en fait dans les caisses qui compte finalement. Ça, c'est la seconde étape. C'est lorsqu'on commence à faire cela qu'on peut envisager en fait un financement pour développer en fait. Voilà, parce que l'investisseur, surtout d'ailleurs du point de vue de la banque par exemple, voilà, tant que vous ne franchissez pas des étapes assez importantes de formalisation, c'est pas possible. Du point de vue des microfinances qui sont encore plus enclins à accompagner avec un peu plus de risques, elles y viennent. Mais là encore, il va falloir prouver que voilà, la machine fonctionne bien. Mais du point de vue des capitaux risqueurs que nous sommes, de façon générale, il est très important déjà à la base que l'entrepreneur se dise « Ok, je veux un investisseur, mais il faut que les fonds que je lève puissent accompagner un actif qui sera rentabilisé. »
Oui. On ne lève pas les fonds pour investir dans des charges non productives en fait. Voilà. Donc il faut les éliminer au maximum, rester en fait dans le financement qui génère en fait, et ça c'est rassurant. Et puis petit à petit, progressivement, vous pouvez augmenter en fait vos levées de fonds. Je donne ce conseil parce que c'est très important. J'entends souvent dire, voilà, des entrepreneurs qui veulent lever des montants faramineux, 1 million d'euros, 2 millions, 1 milliard, 3 milliards. Mais lorsqu'on rentre dans ces levées de fonds capitalistiques, il est important de s'assurer que ce qu'on appelle son excédent d'exploitation, en fait, voilà, puisse correspondre au moins aux 3/4 de la levée voilà, qu'on souhaiterait faire. Donc, c'est autant de choses qu'il faut regarder et ça, c'est très important. Voilà, donc par expérience, voilà, je pense que les entrepreneurs gagneront beaucoup mieux aussi à comprendre la finance, à comprendre ses principes, à comprendre le fonctionnement. Voilà. Et à partir de ce moment-là, il leur sera plus facile finalement de lever des fonds. Voilà. Peu importe les différents niveaux de, je dirais, enfin les différents stades de levée de fonds, que ce soit en amorçage, en développement et ainsi de suite. C'est important de voir comment ces acteurs qui sont dans cet écosystème financent et il faut voilà, tout faire pour entrer dans les critères de financement. Et ça, malheureusement, ce n'est pas bien perçu en général. Donc, il faut réellement travailler, asseoir une véritable stratégie financière dans ce sens-là. Ben, nous sommes dans un marché régional et je dirais même international. Vous voyez, il y a eu l'accord de libre-échange déjà au plan africain. Voilà, c'est très important. Je pense qu'aujourd'hui, avec l'irruption de l'Internet, ci et là, on le dit tous, hein, le monde est devenu un village planétaire. Donc, en tant qu'entrepreneur, et ça je le dis, il ne faut pas limiter son business dans un territoire donné en fait. Voilà, pour plusieurs raisons. C'est ce qu'on appelle les risques en fait, le risque pays. Vous voyez, parlons même de l'Afrique, on a des États qui sont assez fragiles. Donc, s'il y a une crise institutionnelle d'un pays, que l'activité économique est au ralenti et que vous y êtes là, aussi longtemps que l'activité est au ralenti, vous ne fonctionnez pas. Ça, c'est grave. Donc, il faut absolument envisager l'internationalisation de son business et ça déjà dans la souscription de son modèle. Voilà. Comment il faut y parvenir? Je pense qu'aujourd'hui, on a Internet, on a les plateformes de e-commerce, on a tout ce système-là. Donc, il faut à la base que cette ambition soit partagée en fait par l'ensemble, enfin par le staff, par les entrepreneurs eux-mêmes. Voilà. Et après, le reste, voilà, c'est vraiment faire du marketing à l'international. Voilà. Donc, pour moi, internationaliser son projet est très important. On peut le planifier évidemment, parce qu'il faut bien commencer quelque part. Mais il faut réellement élaborer un plan et se dire, voilà, à partir de telle année, ben, je passe à tel stade. Et ça, c'est très important. Voilà. Alors, EUC, on est présent dans 50 pays. Voilà, concrètement. Mais l'internationalisation a démarré tôt, progressivement, jusqu'à ce que, année après année, on essaie de structurer des clusters, des clubs, un peu partout, voilà, pour faire un maillage africain. Donc, voilà, c'était une stratégie voulue pour la simple et bonne raison que la finance, elle obéit à des principes, je dirais, universels en fait. Voilà. La finance obéit à des principes universels. Donc, c'était plus facile pour nous de faire ça parce qu'on a sûrement un système financier comparable, en tout cas sur le continent. Voilà, il n'y a pas forcément de grosses différences et c'était plutôt assez intéressant. Et je veux aussi préciser qu'on a réussi aussi cela parce que déjà on est parti d'abord sur une stratégie régionale, voilà, ouest africaine d'abord à la base. Quand on a cerné l'Afrique de l'Ouest, on est ensuite parti sur l'Afrique centrale, voilà, et puis progressivement. Donc on a eu, on va dire, une stratégie régionale avant justement de nous attaquer à la diaspora et d'avoir pion sur maintenant sur le marché européen. Mais on a eu en fait une approche très régionale et ça nous a permis aussi de conforter notre expérience territoriale et voilà, et être présent en fait. Voilà. Mais je pense que les principes de base sont restés pareils en fait quand on se trouve en Afrique de l'Ouest comme en Afrique du Nord ou même en Europe ou ailleurs.
Voilà, on est resté sur des modèles quand même assez universels. Il faut privilégier des partenariats et des alliances stratégiques en fait. Voilà, je suis une PME, je veux ouvrir un business au Maroc, au Sénégal, au Kenya. Voilà, il faut recourir en fait à un partenariat. Le partenaire, ça peut être quelqu'un avec qui vous créez un MOU et à partir duquel en fait vous développez un modèle économique, ce qu'on appelle un share revenue, vous partagez les revenus et puis vous déployez vos services. Vous pouvez faire un partenariat simple, un MOU ou une joint venture en fait. Voilà. Donc nous on est plutôt à l'aise sur les partenariats. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas arriver dans un pays que vous ne connaissez pas et puis vous y installer tout de suite. C'est juste pas possible, ça va demander trop d'investissement qu'on n'a pas forcément. Mais privilégier les partenariats, avoir un national dans son board permettra d'aller très vite et réussir en fait à privilégier cela. Donc on est allé dans ce sens et finalement ça a enrichi le knowledge management de l'organisation et ça nous a permis aussi d'avoir je dirais une culture assez ouverte, une sensibilité culturelle assez importante. Et c'est vrai parce que sur le terrain de la culture, on se rend compte que l'Afrique, parlons déjà de l'Afrique. C'est vrai, l'Afrique, c'est un gros continent. Mais en fait, si on devait scinder l'Afrique, je pense qu'on la scinderait par région. L'Afrique du Nord, de l'Est, centrale, ainsi du Sud et de l'Ouest. Et cette stratégie-là vous permet justement de comprendre les cultures et de mieux vous lancer. Et ça, c'est très important. Agence Côte d'Ivoire PME, accompagner l'avenir.